Bonjour à tous et à toutes. Je suis Sherry Meyerhofer et je suis l'ombudsman responsable de l'entreprise responsable et j'animerai la séance d'aujourd'hui. J'aimerais vous donner un petit instant pour vous joindre à nous avant de commencer officiellement. Tandis que nous attendons, n'oubliez pas de nous indiquer dans la boîte de clavardage d'où vous êtes. Je vois dans la liste des inscriptions que nous avons plus de 300 participants inscrits qui nous proviennent de 46 pays dans le monde. Alors, je souhaite remercier par avance ceux d'entre vous qui devez vous lever très tôt pour être des nôtres ou encore ceux dont l'heure du coucher approche. Alors, de nouveau, bonjour, bon après-midi, bonsoir, où que vous soyez. Je suis Sherry Meyerhofer et je suis l'ombudsman canadienne de la responsabilité des entreprises qu'on appelle aussi OCRE. Je souhaite commencer par souligner que le territoire d'où je vous proviens aujourd'hui et les locaux de l'Ocre sont le territoire traditionnel et non cédé des Algonquins Anishinaabe. Mon équipe et moi reconnaissons et sommes reconnaissants de la protection et de l'intendance de ce territoire par le peuple algonquin. Nous respectons et affirmons les droits des peuples autochtones partout et nous engageons la réconciliation, entre autres, par notre travail. Je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui comprend d'autres séances parallèles dans le cadre du Forum sur le secteur de l'habillement et de la chaussure de l'OCDE. Nous sommes très reconnaissants à l'endroit de l'OCDE de nous donner cette plateforme. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas l'OCRE, mon bureau a été créé en 2019 par le gouvernement du Canada afin d'aider les groupes qui sont durement touchés par des difficultés d'entreprise à obtenir des réparations en vertu du pilier 3 de la Déclaration des Nations unies. L'OCRE a pour mandat d'encourager la conduite responsable de l'entreprise auprès des entreprises canadiennes qui exploitent leurs activités en dehors du Canada, dans l'environnement, le secteur pétrolier, les mines et le gaz naturel. Dans le cadre de nos efforts, l'OCRE a un système de plaintes aux droits de l'homme des Nations unies ou PNDU. Nous pouvons ainsi obtenir des plaintes à l'encontre des entreprises canadiennes exploitant leurs activités à l'étranger. Nous travaillons avec les entreprises canadiennes pour tâcher de résoudre les différends et de trouver des réparations pour les préjudices qui en découlent. Le mois dernier, World Vision Canada a publié un rapport de risque des chaînes d'approvisionnement qui étaye le risque des biens importés au Canada. Et dans le cadre de ce rapport, on trouve que le Canada de plus en plus importe des biens à haut risque d'être faits à partir du travail des enfants. Et parmi les biens identifiés, les vêtements étaient les deuxièmes sur une liste de 98 articles. Et c'est d'après les valeurs de 2021. C'est une statistique importante car cela signifie qu'il faut faire davantage pour tenir compte des risques du travail de l'enfant dans le secteur de l'habillement du Canada. L'étude de World Vision et le rapport de l'OCRE sont complémentaires et donnent une perspective très large par rapport aux risques du travail de l'enfant dans l'exploitation des activités de l'habillement du Canada. Pour l'étude OCRE, nous avons discuté avec 10 entreprises canadiennes de l'habillement et nous leur avons demandé quels étaient les risques du travail de l'enfant dans leur chaîne d'approvisionnement, ainsi que les étapes qu'elles prendraient pour régler ces situations et traiter de ces risques. Pour ceux d'entre vous qui connaissez le contexte canadien, vous savez qu'il y a de plus en plus de conversations au Canada au sujet d'une loi au Canada qui renforcerait la responsabilité d'entreprise au sujet des droits de la personne. Cela est le parallèle de ce qui se fait en Europe et ailleurs et nous espérons que la conversation d'aujourd'hui et que l'étude OCRE contribueront à ces efforts. Je me réjouis d'animer cette conversation et d'entendre le point de vue de nos panélistes que je présenterai dans un petit instant. La formule de ce webinaire comprend l'introduction des panélistes, suivie d'une brève présentation de Daniel Bennett, ma collègue, au sujet des recommandations de l'étude OCRE. Ensuite, j'animerai une conversation avec nos panélistes et par la suite, nous prendrons vos questions. Pour ceux d'entre vous qui êtes dans le public, n'hésitez pas en tout temps
inclure des questions soit pour moi ou pour les autres panélistes dans l'onglet Questions. Alors, sans plus tarder, j'aimerais vous présenter nos panélistes. Alors, du Danemark, Catherine Bloch-Weiberg, gestionnaire du programme des chaînes de valeur responsables au Danish Institute for Human Rights. Elle compte plus d'une décennie d'expérience en collaboration avec les entreprises visant à traiter des enjeux de droits de la personne dans les chaînes d'approvisionnement. Catherine supervise donc actuellement le programme des chaînes de valeur responsables à l'Institut, dont le but est de faire la promotion des pratiques responsables dans les chaînes d'approvisionnement internationales. Ensuite, Méline Ligiert, directrice du Center for Child Rights and Business, service de consultation internationaux. Le centre compte sur ses services depuis plus de 10 ans. Elle offre son expertise aux entreprises et aux partenaires du secteur public ainsi que d'autres parties prenantes. Elle a une compréhension approfondie des Alors, Kelly est à Toronto. Elle a fondé Fashion Takes Action en 2007 afin d'un avenir plus durable pour toute l'industrie et les consommateurs de la mode. Elle vise à éliminer les difficultés associées à l'environnement et aux droits de la personne dans le secteur de la mode. Elle s'intéresse aux salaires décents, à l'équité entre les sexes ainsi qu'à l'innovation. Elle a créé une trousse d'outils avec des centaines de ressources internationales et conseille les gouvernements par rapport aux questions touchant les textiles. Et enfin, Daniel Bennett, analyse des affaires et des droits de la personne, est responsable des aspects de l'enfant. Daniel a passé beaucoup d'années à travailler à ces questions, plus précisément dans le secteur des mines et de l'habillement. Elle est également avocate en Ontario et s'intéresse aux poursuites civiles. Je cède la parole à Daniel qui commencera par une communication sur l'étude CORE. À vous, Daniel. Merci, Sherry. Et je m'excuse dès le départ au cas où vous entendriez mon chien en arrière-fond. Alors, je vais demander qu'on affiche les diapositives. Alors, bienvenue à tous. Je suis très heureuse de vous présenter un aperçu assez général de notre rapport intitulé Respect des droits de l'enfant et risques associés au travail des enfants dans les activités et chaînes d'approvisionnement des entreprises canadiennes internationales du secteur du vêtement. Notre rapport a été publié la semaine dernière et vous trouverez un lien dans le clavardage, dans le chat, dans les 3 langues, en français, anglais et espagnol. Alors, voici ce dont je vais vous parler. Tout d'abord, je vais vous donner le contexte de cette étude avec les objectifs, la méthodologie, qui étaient les répondants, ceux qui ont participé donc à l'étude. Et ensuite, je passerai en revue les faits saillants qui sont ressortis des entrevues et commentaires. Et ensuite, je mentionnerai les recommandations qui sont dans le rapport. Et ensuite, je donnerai la parole à Sherry de manière à ce que nous puissions lancer la conversation avec nos panélistes. Alors, tout d'abord, les objectifs de l'étude. Nous voulions évaluer les approches, les démarches des entreprises canadiennes dans le secteur du vêtement. Et nous avions donc 3 objectifs. Tout d'abord, de rassembler des données de manière à mieux comprendre les expériences des entreprises canadiennes du secteur de l'habillement. À partir de là, nous voulions identifier les défis et les occasions auxquelles faisaient face les entreprises en ce qui concernait la diligence dans le secteur de l'habillement. Et ensuite, utiliser, à partir de ces données, nous voulions être une ressource pour renforcer la transparence dans la chaîne d'approvisionnement et la diligence raisonnable en matière de droits de la personne et en particulier les droits des enfants.
Alors, pour ce qui est de la méthodologie que nous avons utilisée, nous avons demandé à Nanos Research, qui est une entreprise de recherche de marché au Canada, de mener à bien des entrevues avec 10 entreprises canadiennes qui ont été identifiées sur la base de certains facteurs comme le revenu annuel, le nombre d'employés. Et ensuite, Nanos a mené 10 entrevues avec une série de questions qu'ils ont élaborées avec des experts en la matière. Et quand je parle des entreprises que nous avons entrevues, je dois mentionner qu'il ne s'agit pas de l'OCRE qui a mené les entrevues, il s'agit en fait de Nanos qui a mené les entrevues. Cependant, l'OCRE elle-même a mené des entrevues confidentielles avec 5 organisations de la société civile. Et puis, nous avons eu des experts en la matière fournis par le Danish Institute for Human Rights et du Center for Child Rights and Business, dont nous avons 2 représentantes présentes aujourd'hui. Alors, qui a participé à cette étude en ce qui concerne les entreprises participantes? Nous avions 4 entreprises considérées comme petites, avec des effectifs de 1 à 99 employés et des revenus de 10 à 100 millions de dollars. 2 répondantes étaient considérées comme des entreprises moyennes avec 100 à 499 employés. Un de ces répondants avait un revenu de moins de 10 millions et le deuxième entre 10 et 100 millions. Et puis, nous avions 4 répondants qui étaient considérés comme des grandes entreprises avec plus de 500 employés. Et ces répondants avaient des revenus mondiaux de plus de 100 millions de dollars. Donc, nous bénéficions d'une bonne représentation pour ce qui était des répondants avec des petites et moyennes entreprises qui représentaient la majorité des entreprises qui étaient représentées, mais aussi de grandes entreprises. Alors, dans quel pays opèrent ces entreprises? Dans quel pays sont-elles présentes? Vous les voyez en rouge et ça, c'est sur la base du nombre de répondants qui indiquaient qu'ils avaient des activités dans les pays en question. Et je peux mentionner les 2 plus importants. La Chine, tout d'abord. Les 10 entreprises participantes ont des activités dans ce pays. Et puis, les États-Unis. 8 des entreprises participantes ont des activités aux États-Unis. Et vous pouvez trouver la liste complète de ces pays dans le rapport, si vous souhaitez le consulter. Pour ce qui est de nos organisations de la société civile qui ont participé, nous avions 2 entreprises canadiennes et 3 organisations de société civile internationales. Alors, je vais parler des faits saillants et je vais passer en revue, mais je voudrais mentionner que notre étude a été menée avec 10 entreprises participantes. À partir de là, on ne peut pas généraliser sur tout le secteur de l'habillement, mais les résultats et les constatations de nos entreprises sont des indications sur la manière dont les entreprises en général peuvent renforcer leurs efforts. Alors, le premier fait saillant, c'est que nous avons une compréhension limitée des concepts que nous appelons CRE, conduite responsable des entreprises. Quand on a demandé pour ce qui est des droits des enfants, dans la définition du travail des enfants, on parle de l'éducation. Et on a remarqué que certaines entreprises utilisent des audits de conformité sociale qu'ils considèrent comme des idées de conduite responsable, alors qu'en fait, il s'agit d'un procédé différent pour ce qui est d'évaluer les risques et les impacts et pour ce qui est de réduire les risques. Et puis, nous avons remarqué que seulement la moitié des entreprises, 5 sur 10,
connaissaient les principes directeurs et des Nations Unies et les principes directeurs de l'OCDE pour les entreprises multinationales. Deuxième fait saillant, il s'agit de la question de la traçabilité. Beaucoup d'entreprises ont vu que c'est surtout au niveau 2 qu'il y a des difficultés pour faire un suivi. On a demandé aux entreprises combien faisaient une traçabilité et seulement 4 le faisaient et 2 de ces 4 étaient des petites entreprises. On a demandé jusqu'à quel niveau de production ils faisaient une traçabilité et en général, la plupart au palier numéro 1 ou au palier numéro 2, donc la production de vêtements ou la production d'étoffes. Et il y avait seulement 2 entreprises qui faisaient une traçabilité jusqu'aux matières brutes et l'une d'entre elles était une petite ou moyenne entreprise. Donc, certains des défis qui ont été mentionnés par les entreprises pour améliorer la traçabilité incluent qu'il manque de ressources pour la traçabilité et que la traçabilité au plus bas niveau de production, c'est-à-dire au niveau des matières brutes, était beaucoup plus difficile et que les fournisseurs ne fournissaient pas suffisamment d'informations dans la plupart des cas, ce qui rendait la traçabilité très difficile. Et puis, maintenant, troisième fait saillant émanant des entrevues que j'aimerais mentionner, c'est qu'il y a une compréhension limitée de la diligence raisonnable en matière des droits de la personne. Alors, je l'ai mentionné au départ, mais la majorité des entreprises, en fait, 7 sur les 10 ont indiqué qu'elles menaient une diligence raisonnable en matière des droits de la personne et 3 d'entre elles étaient des PME. Mais quand on a posé les questions, on a remarqué que les entreprises ne comprenaient pas très bien la diligence raisonnable en matière de droits de la personne. En fait, 6 sur 10 entreprises ont considéré qu'elles ne connaissaient pas les risques liés au travail des enfants et pourtant 4 d'entre elles considéraient qu'elles menaient une diligence raisonnable pour les droits en matière de droits de la personne, alors qu'en fait, une diligence raisonnable en matière de droits de la personne intègre les activités des droits de l'enfant et risques associés au travail des enfants. Donc, il y a une compréhension limitée de la part des entreprises et on a considéré aussi que dans certains cas, ou pour les entreprises en tout cas, les audits de conformité sociale était la même chose que la diligence raisonnable en matière de droits de la personne, ce qui n'est pas la même chose en fait. Et puis, quatrième fait saillant, la sensibilisation limitée envers les incidences et les risques associés au travail des enfants. 6 entreprises sur 10 n'étaient pas au courant des risques concernant les travails des enfants dans leur chaîne d'approvisionnement. Et vous remarquerez dans la diapo précédente avec la carte géographique que la plupart des entreprises ont des activités dans plusieurs régions qui sont à haut risque d'après le ministère du Travail américain, par exemple. L'Asie, la région Asie-Pacifique est une région à risque élevé de travail des enfants et beaucoup des entreprises qui ont fait l'objet de ces entrevues ont des activités en Asie. D'ailleurs, les 10 entreprises ont des activités en Chine. Et comme je l'ai mentionné aussi, la plupart des entreprises n'ont pas de diligence raisonnable en matière de droits de la personne qui devrait identifier les activités où il y a travail des enfants. Ensuite, l'autre fait saillant, nous avons remarqué qu'il y a peu de cas confirmés de travail des enfants. En fait, seulement 2 des entreprises participantes ont eu un cas confirmé de travail des enfants dans leur chaîne d'approvisionnement mondiale. Et nous savons que le nombre de cas repérés pourrait être plus élevé si la transparence dans la chaîne d'approvisionnement était améliorée. Et on le remarque sur tous les niveaux de production.
Et pour ce qui est des organisations de la société civile, elles disent que les entreprises n'identifient pas le travail des enfants dans leurs activités. Pourquoi? Parce que les entreprises n'ont pas la visibilité de tous les paliers, de toutes les étapes de la chaîne de production, et on considère que cela vaut pour toutes les entreprises, étant donné qu'il y a seulement 2 entreprises participantes qui font une DRDP, une diligence raisonnable en matière des droits de la personne, au palier 4, c'est-à-dire le palier des matières brutes. 6e fait saillant, on a remarqué une grande dépendance aux outils de surveillance et de conformité. Alors, ce n'est sans doute pas surprenant, puisque j'ai mentionné que la plupart des entreprises considèrent que les audits de conformité sociale et la diligence raisonnable en matière de droits de la personne sont la même chose, et il n'y a pas d'outils pour identifier les risques de travail des enfants. Nous en parlerons au cours de notre panel, mais il y a différentes approches qui peuvent être utilisées pour lutter contre le travail des enfants, y compris avoir des relations équitables à long terme avec les fournisseurs ou la mise en œuvre de programmes de formation sur le risque associé au travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. Mais nous en reparlerons avec les panélistes. Et puis, le septième fait saillant, c'est cette tendance à avoir une tolérance zéro pour le travail des enfants. Alors, d'abord, il faut noter que quand on parle de tolérance zéro, les entreprises parlent de mettre fin à une relation d'affaires quand un cas de travail d'enfant est signalé. On a remarqué qu'une des entreprises qui a été interviewée, qui a connu un cas de travail des enfants, a indiqué qu'elle a décidé d'interrompre, de ne plus travailler avec ce fournisseur. Et les autres entreprises qui ont participé ont indiqué qu'elles prendraient la même décision si un cas de travail d'enfant était signalé dans la chaîne d'approvisionnement. En fait, interrompre ou mettre à bien la relation d'affaires avec un fournisseur, ça peut être nécessaire, mais on voudrait dire qu'il s'agit d'une décision, ça devrait être une décision de dernier recours, et nous demanderons aux panélistes ce que devraient faire les entreprises plutôt que cette décision de dernier recours. Alors, voici les recommandations que j'aimerais passer en revue. Vous les trouverez plus en détail dans le rapport. Donc, les recommandations, et brièvement, je voudrais passer en revue ces 5 recommandations que vous trouverez dans le rapport. Alors, tout d'abord, utiliser le pouvoir réglementaire en vertu du projet de loi S-211 du Canada pour faire des règlements qui exigent la transparence aux paliers les plus bas. Similaire aux lois sur l'esclavage moderne qu'on a au Royaume-Uni ou en Australie. Et cette recommandation est mentionnée parce que toute initiative législative, la loi S-211, pourra fonctionner si les entreprises canadiennes de vêtements va mettre en œuvre toute la transparence sur toute la chaîne d'approvisionnement à tous les paliers jusqu'aux matières brutes, parce que c'est là que c'est important et qu'il y a plus de risques de travail des enfants. Ensuite, deuxième recommandation, adopter des lois sur la diligence raisonnable obligatoire en matière d'environnement et de droits de la personne. C'est une recommandation que nous avons déjà émise par le passé. Elle n'est pas nouvelle. Nous avons décidé de la mentionner à nouveau dans cette étude parce que nous considérons que les entreprises canadiennes doivent mettre en œuvre ces politiques de diligence raisonnable pour pouvoir comprendre les risques liés au travail des enfants et pour pouvoir trouver des solutions sur toute la chaîne d'approvisionnement de la production de vêtements jusqu'à la production des matières brutes. Et puis, autre recommandation, inclure des normes sur les informations à fournir qui dépassent emporter la production de vêtements, palier 1 des chaînes d'approvisionnement, avec la nouvelle stratégie de CRE, de conduite responsable des entreprises à l'étranger, une nouvelle norme de rapport. Et nous avons inclus cette recommandation parce que nous pensons que les entreprises de vêtements
ne doivent pas nécessairement attendre une nouvelle législation, une nouvelle loi. Elles peuvent dès maintenant améliorer la transparence sur la chaîne d'approvisionnement et avoir une norme sera essentiel pour cela. Ensuite, la quatrième recommandation, c'est d'élargir les approches en matière de réparation pour les victimes de travail des enfants. J'ai mentionné qu'un des faits saillants, c'est qu'il y a une approche zéro tolérance, tolérance zéro de la part des entreprises et l'on veut pour cela, avec une meilleure transparence des chaînes d'approvisionnement. Donc, les entreprises canadiennes pourront identifier plus de cas de travail des enfants et elles auront besoin de disposer de mécanismes de réparation pour les victimes du travail des enfants de manière à trouver des solutions donc et résilier une relation d'affaires avec un fournisseur ne doit être qu'une solution de dernier recours. Et la dernière recommandation est peut-être pas la plus sexy, mais en tout cas la plus importante. Les entreprises canadiennes du vêtement doivent renforcer leurs connaissances sur les concepts clés en matière de conduite responsable des entreprises, ce qui comprend les droits de l'enfant et le travail des enfants. Et ça, c'est important pour des raisons évidentes, bien sûr, mais pour répondre aux obligations qui émanent de toute nouvelle loi et et pour que les politiques réglementaires et législatives soient efficaces, les entreprises canadiennes devront être plus au courant des concepts clés en matière de conduite responsable des entreprises. Donc voilà pour ce qui est des recommandations, très rapidement, que vous trouverez dans le rapport et des faits saillants des entrevues que vous verrez en détail dans l'étude elle-même. Voilà qui conclut cette portion. Je vais donner la parole à Chéri pour lancer la discussion et le panel. Merci. Alors, comme nous le disions, il est temps à présent d'entendre nos prochains panélistes pour approfondir ce qui a déjà été présenté par Daniel. Alors, pour mettre le rapport dans son contexte, je vais adresser la première question à Kelly. Kelly, dans quelle mesure estimez-vous que les réponses des 10 entreprises canadiennes sont représentatives du secteur du vêtement dans son ensemble au Canada? Et pensez-vous que les entreprises du Canada font face à des difficultés comme à des possibilités? Eh bien, merci de m'avoir invité à cette conversation très importante. Je devrais dire que je ne suis pas experte en droit de la personne, surtout par rapport à mes estimés panélistes, collègues panélistes. Alors, je vais vous donner le contexte canadien de l'entreprise de l'habillement du Canada et vous donner des possibilités d'amélioration du point de vue des droits de la personne. Alors, depuis quelque temps, nous discutons avec les entreprises de leurs possibilités, de leurs priorités pour l'avenir. Et depuis quelques années, le climat et l'économie circulaire sont en tête de liste, et bien qu'il s'agisse toujours de priorités pour la majorité des marques, en raison de cette loi qui devrait être adoptée, les droits de la personne deviennent également une priorité. Cela dit, les équipes de la durabilité au Canada ont tendance à être petites, à l'exception de quelques marques. Cela signifie souvent que ces domaines prioritaires sont l'apanage d'une ou deux personnes. Certaines marques n'ont toujours pas de poste qui se consacre à la durabilité. Donc, c'est quelqu'un qui doit le faire en dilettante, ce qui signifie qu'on fait très peu, du moins rapidement. Cela dit, les conversations que nous avons avec les marques au sujet des droits de la personne sont certainement conformes aux résultats de votre étude. Alors, pour répondre à votre question, oui, je crois que c'est représentatif du secteur du vêtement, de l'habillement au Canada, à l'exception d'une ou deux marques. Mais j'ajouterais que des 7 faits saillants que vous mettez en exergue dans le rapport, la traçabilité est le plus grand défi. C'est ce que nous disent les entrepreneurs canadiens. J'étais étonnée d'ailleurs que 4 des 10 personnes interviewées nous ont dit qu'ils avaient la capacité d'assurer la traçabilité jusqu'au 4e niveau, car d'après ce qu'on en comprend, c'est très difficile de voir au-delà du niveau 1. Et la deuxième chose la plus commune, c'est les audits sociaux et les codes de déontologie ou des méthodes de, de déontologie, de conduite qui sont autogérées pour finir.
Et donc, pour finir, il y a tout de même une absence de connaissances approfondies dans le domaine, dans l'entreprise canadienne. Merci d'avoir lancé le bal, Kelly. J'aimerais me centrer à présent sur la transparence des chaînes d'approvisionnement. La première question s'adresse à l'ensemble des panélistes. Je vais demander à nos panélistes de répondre en ordre alphabétique de leur prénom. Alors, je commence par Catherine. La première question, je le rappelle, s'adresse à tout le monde. Que peuvent faire les entreprises canadiennes ou que doivent faire les entreprises canadiennes pour se préparer à la survenue de cette loi sur la transparence des chaînes d'approvisionnement? Catherine, à vous. Merci, Shirley. Merci de m'avoir invité à faire partie de cette conversation. Oui, alors, Kelly l'évoquait lorsqu'elle a parlé de l'amélioration de la capacité à la fois d'avoir des gens dans les entreprises qui ont un mandat clair pour faire ce travail, pas seulement en dilettante, mais également qu'ils aient les connaissances, qu'ils comprennent quels sont les outils, les ressources disponibles pour faire ce travail. Évidemment, l'OCDE a des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme pour le secteur du vêtement, de l'habillement et de la chaussure, qui expliquent aux entrepreneurs comment mieux comprendre quels sont les défis en matière de droits de la personne dans la chaîne d'approvisionnement. Et par ailleurs, il s'agit aussi de poser les bonnes questions. Et j'y reviendrai avec ma prochaine intervention, mais il s'agit de transcender la qualité et le prix lorsqu'on discute avec un fournisseur éventuel, mais également d'avoir une meilleure compréhension de leur localisation, quels sont certains des risques associés à ce lieu en particulier. Et donc, avoir cette conversation, commencer à poser ces questions et avoir cette conversation ouverte avec les fournisseurs par rapport à d'autres choses que le prix et la qualité. Merci, Catherine. Daniel, à vous. Vous savez, Sherry, je vais laisser les autres panélistes répondre à ces questions, si vous le permettez. Et j'interviendrai ça et là, où j'estime que j'ai quelque chose à ajouter. D'accord. Merci, Daniel. Kelly? Eh bien, plus la marque est importante, plus il faudra du temps, plus ce sera difficile. Donc, il faut prendre des mesures immédiatement. On ne peut plus tarder. Idéalement, la marque devrait posséder une partie de la chaîne d'approvisionnement, ce qui lui donne une plus grande visibilité, un plus grand contrôle, mais c'est rare pour les marques canadiennes. Alors, quelques étapes évidentes, peut-être aller au-delà d'un audit, ajouter, par exemple, une évaluation d'impact sur les droits de la personne, tisser des liens durables avec les fournisseurs qui sont fondés sur des liens de confiance et du respect et qui sont des relations moins transactionnelles. Vous savez, normalement, les acheteurs pensent que les fournisseurs manquent d'initiative, les fournisseurs estiment que les acheteurs manquent d'engagement. Donc, il faut un peu revoir les déséquilibres de pouvoir et avoir des relations plus collaboratives, plus ouvertes, de sorte que tout le monde le long de la chaîne d'approvisionnement voit son rôle comme une valeur ajoutée pour l'ensemble de la chaîne. Puis la traçabilité, je reviens au niveau 4 et sa publication. J'estime que ce serait intéressant de l'évoquer pour vous donner un peu de contexte. Gildan est la seule entreprise canadienne qui se trouve dans le premier pourcentage de révolution de mode sur le plan de l'indice de la transparence et Lululemon était pas très loin derrière. Donc, ça vous donne un peu le tableau de la transparence au Canada. Merci, Méline. Oui, merci beaucoup. Merci, Sherry, et merci à toute l'équipe de l'OCRE de m'avoir invité. Et félicitations aussi pour votre excellent rapport. Peu d'entreprises sont interviewées, c'est vrai, mais ce qui en ressort est malgré tout très important. Vous faites un travail formidable et nous pouvons impliquer les enseignements de votre rapport à l'ensemble du secteur. Alors, que peuvent faire les entreprises canadiennes pour se préparer? Évidemment, la tâche peut paraître énorme, mais les entreprises devraient être plus intelligentes et penser aux outils existants.
car nous avons beaucoup de rapports, d'informations, toutes sortes d'outils, de lignes directrices. Nous avons les principes directeurs des Nations Unies. Nous avons beaucoup d'informations. Mais je pense qu'il faut commencer par la visibilité. Il faut mieux comprendre chacun des éléments de la chaîne d'approvisionnement. Si vous approvisionnez dans un pays où il y a un risque élevé de travail infantile, et il existe beaucoup de rapports, si c'est un pays où il y a beaucoup de décrochage scolaire, il y a beaucoup de pauvreté, eh bien, le risque de travail de l'enfant est élevé. Alors, vous n'avez pas besoin d'examiner chacun des fournisseurs tout de suite, mais centrez-vous sur les zones les plus à risque, les fournisseurs dans les zones les plus à risque. Il existe toutes sortes de rapports à cet effet. Alors, il s'agit pour vous d'avoir davantage d'informations, d'agir dès que vous avez de l'information, commencez à vous dire, bon, quels sont les domaines les plus à risque et que faut-il faire pour les juguler? Merci. Alors, la prochaine question, je pense que vous y avez peut-être répondu, mais quand on dit augmenter la transparence des chaînes d'approvisionnement, que les entreprises s'y intéressent, que vous dites que il y a certaines entreprises canadiennes qui font partie de la révolution. Avez-vous autre chose à ajouter à cet effet? Eh bien, je dirais que 75% des entreprises y songent. C'est c'est simplement que beaucoup n'agissent pas. Ce n'est pas qu'elles ne veulent pas agir, c'est simplement qu'elles ont des ressources limitées. De petites équipes, personne ne se consacre à la conformité, à l'approvisionnement. Donc, elles se sentent un peu perdues, ne savent pas par où commencer. Donc, les gens avec qui on discute savent effectivement que la traçabilité est le seul moyen de renforcer la transparence. Le coût est également un autre problème. C'est un défi pour ceux qui ont cette tâche de convaincre les décideurs d'investir dans la traçabilité. Et souvent, c'est par un pur manque de sensibilisation à l'importance de l'enjeu. Donc, la personne qui a la charge de, de la traçabilité a du mal à convaincre ses supérieurs de cette importance. Mais les marques doivent investir, sinon elles courent le risque de ne pas être en conformité avec l'éventuelle loi. Merci. Merci, Kelly. Ma troisième et dernière question concernant la transparence des chaînes d'approvisionnement s'adresse à Catherine. À votre avis, quels sont les défis pour améliorer la transparence de la chaîne d'approvisionnement, plus précisément pour les matériaux bruts et la fibre? Et quels sont certains des moyens par lesquels les entreprises d'autres instances ont relevé ce défi? Merci pour la question. Alors, en ce qui me concerne, il y a trois grands défis. En partie, cela rejoint ce que je disais antérieurement. La première des choses, c'est que souvent, les entreprises ne posent pas la question aux fournisseurs. Qui sont vos fournisseurs? Et je vous donne l'exemple d'une anecdote qui faisait partie d'un projet, une anecdote qui faisait partie d'un projet du textile danois. On cherchait à comprendre quelle était la transparence des entreprises danoises dans le domaine textile et cela s'inscrit dans le travail qu'on a fait sur les droits de la personne. Et une des sociétés a examiné ses fournisseurs et comme on l'a vu dans le cadre de cette étude, elle s'est centrée surtout sur les travaux de finition, c'est-à-dire premier niveau, et a déterminé que tous les fournisseurs étaient en Turquie. Et donc, cela les a centrés sur les facteurs de risque en Turquie. Ensuite, ils ont demandé aux fournisseurs, avez-vous des sous-traitants? Et en fait, la vaste majorité de la production était offerte en sous-traitance au Bangladesh, ce qui vous donne des facteurs de risque tout à fait différents, surtout pour ce qui concerne le travail des enfants. Alors, le plus grand défi, c'est le besoin de poser les bonnes questions. Si on n'est pas renseigné, on ne sait pas quels sont les risques et on ne peut pas agir. Donc, on rate des occasions euh, d'atténuer ces risques. Deuxième chose, c'est de ne pas aller au-delà du premier niveau. Le premier niveau, c'est ce qui est le plus proche de l'acheteur. C'est le niveau que l'on voit, le niveau avec lequel on interagit quotidiennement.
Alors, ça ne couvre pas les niveaux inférieurs. Et dans ce cas-là, il s'agit de poser la question à vos fournisseurs de premier niveau, d'où proviennent vos étoffes et quelle est la performance que vous attendez de ces autres niveaux. Et troisièmement, il s'agit d'identifier et de discuter avec des gens qui s'intéressent à des initiatives importantes. Par exemple, quand on passe au niveau inférieur, évidemment, si vous êtes une marque et que vous produisez des t-shirts en coton, ça représente une certaine quantité de coton. Mais si vous travaillez main dans la main avec d'autres marques qui, elles aussi, achètent du coton et qui font partie d'une initiative du coton visant à renforcer les conditions de travail dans le secteur du coton, vous auriez beaucoup plus d'influence en liant vos interventions. Alors, vous pouvez faire cavalier seul, mais c'est bien mieux de travailler collectivement. Puis, lorsqu'il est question des diverses instances, pour le moment, on voit de plus en plus de lois sur la conformité obligatoire par rapport à la diligence des droits des personnes, c'est-à-dire qu'il est question d'avoir des processus contraignants obligatoires touchant la chaîne d'approvisionnement. Et dans ce cas-ci, cette diligence raisonnable obligatoire montre que vous devez savoir quels sont les droits de la personne en cause dans votre chaîne d'approvisionnement et comment vous tâchez d'endiguer les infractions à la protection des droits de la personne. Il est important pour les acteurs du secteur au Canada comme ailleurs, il est important qu'elles sachent qu'il est possible de se conformer à ces attentes en travaillant ensemble, en travaillant fort pour obtenir un changement. Merci, Catherine. Je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez répondu à une des questions qui se trouve justement dans la fonction questions et réponses. Donc, merci d'avoir répondu à cette question. Et nous pourrons d'ailleurs y revenir à la fin. En tout cas, merci. Et j'espère que ça a bien répondu à la question de la personne qui est dans l'auditoire. Alors, dans toute discussion, donc on a parlé de la transparence de la chaîne d'approvisionnement. Je voudrais donc remercier les panélistes et puis nous allons prendre d'autres questions après avoir terminé nos questions en panel. Nous prendrons des questions de l'auditoire. Maintenant, j'aimerais discuter de la question des audits sociaux et versus les évaluations d'impact sur les droits de la personne. Alors, est-ce que les entreprises doivent doivent utiliser des audits sociaux ou des évaluations de répercussions sur les droits de la personne? Est-ce qu'elles doivent faire les deux, Catherine? Eh bien, les organisations doivent respecter les droits de la personne, donc avec une diligence raisonnable pour pouvoir identifier et remédier aux impacts sur les droits de la personne. Il y a un certain nombre d'outils, de ressources qui doivent être appliqués. Les audits sociaux peuvent être utilisés, mais pas l'audit social complet. Ça, c'est la première réponse. Alors, qu'est-ce qu'on demande aux entreprises de faire dans la pratique? Quelles sont les applications pratiques en termes de ressources? Alors, pour ce qui est des audits sociaux, il y a beaucoup d'inconvénients, beaucoup de problèmes qui ont été identifiés. Les audits sociaux sont considérés par beaucoup de fournisseurs comme une manière d'avoir accès à des marchés, d'avoir accès à des clients. Et ce n'est pas nécessairement considéré comme un outil pour améliorer leur rendement ou leur performance en matière de droits de la personne ou de respecter les droits de la personne. Ça, c'est le premier problème. Donc, un des défis clés qui sont associés aux audits sociaux, c'est qu'ils sont en général faits sur une très courte période et ils n'ont
ne disposent pas nécessairement parmi le groupe d'auditeurs une expertise, une expérience en matière de droits de la personne. En général, ceux qui sont formés sur les droits de la personne euh, euh, ne sont pas là. Ils sont surtout formés sur l'environnement. Et puis, en général, les référentiels, ce ne sont pas les droits de la personne internationaux, c'est en général le code de l'entreprise principale concernant les droits de la personne, ce qui ne correspond pas nécessairement aux droits de la personne internationaux. Mais bon, les études d'impact sur les droits de la personne peuvent être utilisées, même s'ils ne remplacent pas les audits sociaux, peuvent être utilisées par les entreprises qui veulent en savoir plus sur les activités dans différents pays et les problèmes spécifiques. Je suis sûr que les collègues pourront parler également des études d'impact sur les droits des enfants. Alors, ces évaluations, ces études d'impact prennent du temps et requièrent des ressources. Et elles requièrent également de certaines connaissances, certaines expertises. Il faut identifier donc des experts en matière de droit de la personne pour cela. Et il faut que le fournisseur et l'entreprise elle-même adhèrent à ce type d'évaluation. Et puis, à partir de là, il ne s'agit pas simplement de mener l'évaluation, mais il faut qu'il y ait un suivi. Et il faut s'assurer donc qu'il y ait suffisamment de ressources pour un suivi et une reddition des comptes. Une fois que les résultats de l'évaluation sont fournis. Donc, ces études d'impact sur les droits de la personne sont une possibilité dont peuvent se prévaloir les entreprises pour avoir une meilleure perspective des droits de la personne. Ça peut être un très bon outil pour les plus grandes entreprises, mais pour les plus petites entreprises, ça peut être un outil qui peut être utilisé collectivement en collaboration avec d'autres PME du secteur de l'habillement pour mener des études d'impact dans certains pays ou sur certaines parties de la chaîne d'approvisionnement pour avoir une meilleure compréhension de ce qui doit se faire au niveau du secteur ou au niveau d'un produit de base. Et ces études fournissent des analyses détaillées, soit comme étude autonome pour une grande entreprise ou alors pour les plus petites entreprises, une étude collective, donc des initiatives collectives à cet égard. Merci, Catherine, de parler de l'aspect collectif, justement, pour répondre à la question. Une question pour vous, Maylene. Bon, quel est l'intérêt de réaliser une étude d'impact sur les droits de l'enfant plutôt qu'un audit ou une étude d'impact sur les droits de la personne en général? Eh bien, je dirais qu'ils sont complémentaires. Si on fait un audit aujourd'hui, on va voir si on a travail d'enfant dans l'entreprise ou chez le fournisseur aujourd'hui. Si on fait une étude d'impact sur les droits de la personne ou sur les droits de l'enfant, nous allons déterminer les risques pour l'avenir. On va entrer dans les détails des risques liés aux pratiques. Quelles sont les pratiques qui ont un impact négatif sur le travail des enfants? Et dans ces études, on prend en compte également les salaires décents. Est-ce que les parents gagnent suffisamment quand ils travaillent dans l'entreprise du fournisseur? Et à partir de là, est-ce que ça veut dire que l'enfant peut aller à l'école ou non? Et donc, les études d'impact des droits de la personne ou des droits des enfants sont beaucoup plus poussées avec un certain nombre de référentiels qui émanent de conventions de droits de la personne internationales. Et donc, on a fait, par exemple, une analyse, une étude sur l'impact des droits de la personne dans le secteur du coton en Côte d'Ivoire. On est allé dans les fermes et ici, la différence avec un audit, c'est que, bon, l'image que j'ai, c'est
c'est une image d'enfants qui vont participer à une discussion avec le chercheur. C'est-à-dire qu'on s'assoit avec les enfants, on leur demande comment ça se passe à l'école, ce qu'ils font comme passe-temps, ce qu'ils aimeraient devenir, ce qu'ils aimeraient faire comme travail à l'avenir. Et donc, on a un aperçu beaucoup plus complet de la situation. Ça, un audit ne peut pas le permettre. Un audit, c'est seulement un cliché, un aperçu, un instantané. Donc, bon, maintenant, faire une étude d'impact pendant 2 semaines en Côte d'Ivoire, aller voir les leaders communautaires et les enseignants, ça demande des efforts, ça demande de l'argent. Mais si les entreprises qui travaillent ou qui ont des activités en Côte d'Ivoire peuvent le faire collectivement, c'est une possibilité. Et bon, maintenant, le risque, c'est quand on fait une étude d'impact sur les droits de l'enfant en Côte d'Ivoire et qu'on n'a identifié aucun risque, on peut considérer, bon, c'est bon, on n'a plus rien à faire. Mais en fait, il faut le refaire régulièrement. Donc, ça peut être fait, mais ça demande plus de ressources. Merci, Maylin. Alors, dernière question sur les audits sociaux et les études d'impact sur les droits de la personne. C'est pour Maylin et Kelly. Je vais commencer avec Kelly. À votre avis, pourquoi les entreprises choisissent de faire des audits plutôt que des études d'impact sur les droits de la personne? Et comment est-ce qu'on peut accroître l'utilisation de ces études d'impact sur les droits de la personne? Ben, les audits, c'est facile à faire. Les entreprises connaissent le processus et d'après elles, c'est utile. Et oui, effectivement, ça permet de faire un suivi des conditions de travail et d'apporter des améliorations, mais elles ne permettent pas de déterminer quelles sont les causes réelles des problèmes. Maintenant, les études d'impact sur les droits de la personne sont assez nouvelles, elles ne sont pas aussi connues, et donc je reviens à l'aspect d'éducation, de sensibilisation pour les entreprises, et ça requiert de l'argent, du temps, et comme Catherine a dit, ça requiert plus d'expertise, plus de connaissances. Et quelle était la deuxième partie de votre question? Oui, comment est-ce qu'on peut faire qu'il y ait plus d'utilisation, accroître l'utilisation des études d'impact sur les droits de la personne? Eh bien, ce serait bien de combiner cela avec les études environnementales. Cela pour éviter la lassitude que peuvent ressentir certains fournisseurs avec des consultations répétées. Et donc, je crois qu'il y a un manque d'éducation. En tout cas, ça, c'est la première chose sur laquelle nous devrions commencer, à sensibiliser les entreprises au Canada. Et une fois que les marques savent en quoi consistent ces études d'impact sur les droits de la personne, ça pourrait être un bon début. Merci. Et effectivement, il faut sensibiliser et fournir des conseils et des orientations aux entreprises. Maylene, avez-vous quelque chose à ajouter? Pas vraiment. Je crois que nous avons déjà beaucoup parlé de cette comparaison entre les audits sociaux et les études d'impact sur les droits de la personne. Alors, ça dépend aussi de la législation et les entreprises doivent mieux comprendre leur chaîne d'approvisionnement et mieux gérer ces chaînes d'approvisionnement. Et donc, on le voit déjà avec beaucoup plus d'entreprises qui viennent nous voir pour demander plus de conseils, beaucoup plus qu'il y a 4 ou 5 ans. Il n'y avait pas le même niveau d'engagement à l'époque. Donc, c'est un bon signe. Bon, il y a cette approche de la carotte et du bâton. Oui, c'est un bon signe. La tendance, effectivement, est à l'amélioration à cet égard. Maintenant, j'aimerais passer au dernier sujet, celui des réparations. Une fois que vous identifiez un travail de cas d'enfant, évidemment, il faut trouver une réparation, sinon ça ne sert à rien. Alors, quand une entreprise du secteur du vêtement identifie des cas de travail des enfants, que doivent-elles faire? Alors, merci. Je suis très contente qu'on parle de réparation parce que souvent, on a tendance à l'oublier. Quand on va à des webinaires
et qu'on parle des différentes parties de la diligence raisonnable pour les droits des enfants, on n'a pas le temps, en général dans les webinaires, de parler de réparation. Et il y a beaucoup d'entreprises qui viennent nous parler de réparation. Donc, il s'agit de bien connaître cette question des réparations parce que les entreprises doivent agir quand elles identifient un cas de travail d'enfant dans les activités et elles ont cette responsabilité de passer à un processus de réparation. Alors, le processus de réparation peut être différent en fonction de l'étape ou de palier dans la chaîne d'approvisionnement et de l'endroit. Alors, il y a des principes à prendre en compte. Et évidemment, il faut que ce soit dans le meilleur intérêt de l'enfant. Et les droits des enfants sont plus importants que les activités de l'entreprise, tout d'abord. Alors, un bon processus de réparation commence avant que ne soit identifié un cas de travail d'enfant. Les entreprises doivent savoir que le travail des enfants, c'est identifié partout. Indonésie, Chine, États-Unis, Bangladesh. Donc, ce n'est pas seulement dans les pays dits pauvres, ça peut se passer partout. Et puis, on a eu la pandémie. On a beaucoup plus d'enfants qui ont abandonné l'école, des familles dont les revenus se sont écroulés. Et donc, il faut être transparent sur le fait qu'il y a des risques de travail d'enfant partout. Et donc, que fait-on si on identifie un cas de travail d'enfant? Il faut en parler aux fournisseurs, avoir des procédures et des lignes directrices en matière de travail d'enfant et discuter de qui va payer pour la réparation. Souvent, c'est le problème qu'on identifie. Il faut avoir les faits. Dans certains pays, on a des enfants qui ont été retirés d'une entreprise et qu'on a mariés. Et donc, il faut parler avec le fournisseur et il faut que ces questions soient décidées avant d'identifier un cas. Et il faut qu'il y ait, de manière à ce que les fournisseurs savent quelles sont les mesures qui vont être prises. Et il y a un certain nombre de principes que l'on peut suivre. Et comme Catherine l'a dit, il faut également travailler avec des experts, des organisations tierces et ne pas penser que c'est simplement vos fournisseurs ou quelqu'un de l'entreprise qui peut aller voir le fournisseur pour régler la question. Ça requiert beaucoup de temps, d'efforts et on a tous cette responsabilité d'apporter réparation. Ne dites pas simplement que c'est trop compliqué, puisque l'on parle vraiment d'enfants qui travaillent et les conditions dans lesquelles ils travaillent, ce n'est pas comme quand je tondais le gazon du voisin quand j'étais enfant. Non, on parle d'un autre type de travail d'enfant. Merci, c'est très éclairant. Alors, ma dernière question concernant la réparation. L'étude Ocre a déterminé que les entreprises qui ont une approche tolérance zéro avec leurs fournisseurs, s'il y a un risque ou qu'on a un cas de travail des enfants, d'ailleurs, Daniel a déjà évoqué le fait qu'on voulait en parler davantage. Quelles sont les autres possibilités si jamais on n'a pas cette tolérance zéro? Alors, je reste chez vous, Maline, et ensuite nous demanderons à Kelly d'intervenir. Oui, alors, tolérance zéro. Nous sommes contre cette tolérance zéro car si vous arrêtez de collaborer avec le fournisseur, cela ne signifie pas que l'enjeu disparaîtra. C'est simplement que vous repoussez le problème vers quelqu'un d'autre. Souvent, les entreprises acheteuses paniquent et elles coupe les ponts avec le fournisseur. Mais les enfants continuent de travailler pour ce fournisseur et c'est simplement qu'un autre acheteur va se présenter chez ce fournisseur. Donc, la tolérance zéro n'aide en rien. Il faut travailler avec les fournisseurs, il faut communiquer avec les fournisseurs et il faut tisser des liens durables. J'ai vu une question également dans la boîte de clavardage, à savoir comment tisser des liens durables et bénéfiques avec les fournisseurs.
Nous allons peut-être parler un peu plus tard des petites et moyennes entreprises, car évidemment, c'est un peu plus difficile pour elles. Mais par exemple, nous avons un client, une petite entreprise. Elle a 3 fournisseurs en Chine. C'est tout petit. Mais tous les ans, cette entreprise investit 10 000 pour créer des programmes de mieux-être au travail pour ces usines. Alors, cette entreprise a créé des liens durables avec ses fournisseurs. Et c'est une petite entreprise. Ce n'est pas une multinationale. Alors, il faut tisser des liens durables avec ses fournisseurs. Il ne faut pas simplement faire du shopping. Par exemple, vous voyez quelque chose de risqué et vous coupez les ponts. Ça n'est pas utile pour la situation dans son ensemble. Kelly? Eh bien, Méline a bien présenté la chose, le fait que ça doit vraiment être un dernier recours. Pourquoi les marques choisissent-elles cette approche? Eh bien, je crois que c'est par absence de connaissances. Il y a certaines entreprises qui peuvent s'imaginer que c'est la meilleure marche à suivre. C'est moins coûteux, ça prend moins de temps, évidemment. Et pour rebondir sur ce que disait Méline, être préparé, proactif, c'est l'approche à privilégier plutôt que d'être réactionnaire. Mais une autre chose qui a été dite un peu plus tôt concernant la sous-traitance, dans ces cas-là, l'approche tolérance zéro peut occasionner plus de problèmes parce que le fournisseur va tâcher de camoufler le problème et va faire passer ces questions par un sous-traitant. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut toujours avoir une approche fondée sur le collectif. C'est le meilleur moyen pour les entreprises de véritablement agir collectivement. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas s'attaquer à ces problèmes ensemble? On le fait déjà pour l'économie circulaire. Plus récemment, on l'a fait pour les enjeux climatiques. Il est temps que l'entreprise et le secteur tout entier collaborent au service des droits de la personne. Merci, Kelly. Voilà qui met fin au programme officiel. Nous allons passer à présent aux questions du public. J'en vois 6. La première concerne l'action collective. Nous en avons beaucoup parlé. Mais si quelqu'un veut ajouter quelque chose, surtout n'hésitez pas, on peut le faire maintenant. Ou alors, la deuxième question concerne la confiance. Emeline l'a évoqué dans sa dernière réponse, à savoir qu'il faut avoir des liens durables avec les sous-traitants, les fournisseurs des échelons inférieurs. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au collectif, mais aussi aux relations qu'il faut tisser avec les fournisseurs des niveaux ou des paliers inférieurs? Catherine? Oui, si vous me permettez, je dirais que cette analyse jette des bases solides pour les entreprises de l'habillement du Canada qui souhaitent unir leurs forces. Comme je disais au tout début de mes interventions, au Danemark, nous travaillons avec le secteur du textile par l'entremise de son association afin de produire un guide sur la DRDP. Donc, non seulement pour le travail des enfants, mais pour les conditions de travail, et ce, à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement, jusqu'aux matériaux bruts et la vente et le marketing. Et je peux dire qu'avec un groupe d'entreprises de petite et de moyenne taille qui voulaient collectivement mieux comprendre quels étaient les problèmes et ce qu'elles pouvaient faire, nous avons créé un outil qui parle justement de ces mesures collectives qui sont disponibles à divers moments de la chaîne d'approvisionnement, mais également pour certains produits, surtout lorsqu'il est question des matières brutes. Alors voilà, je le verse dans le chat car c'est une ressource intéressante, mais je pense surtout que cela permet
d'amorcer le dialogue et de partager des enseignements importants qui pourraient influencer d'autres entreprises, un peu comme le rapport dont nous parlons aujourd'hui. Il s'agit d'avoir des conversations au Canada comme ailleurs pour améliorer la situation. Merci Catherine et merci d'avoir versé cette information dans le chat. Je sais que l'OCRE s'y intéressera car nous envisageons la phase 2 du rapport et donc il est important pour nous de travailler avec des entreprises canadiennes, peut-être en vue de créer un collectif d'entreprises canadiennes qui se soucient de la question. C'est probablement une prochaine étape. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à dire sur l'aspect collectif de ces travaux ou encore la confiance? N'hésitez pas. Quelques observations concernant l'action collective. C'est très bien, mais parfois les entreprises doivent aussi partager leurs pratiques d'entreprise avec d'autres concurrents. Et c'est souvent à ce moment-là que le bas blesse. Par exemple, dans le groupe de travail, on discute avec des entreprises d'avoir des mesures collectives, mais lorsqu'il est question de partager des listes de fournisseurs, par exemple, ou partager de l'information, ça devient plus difficile. Donc, il faut un peu changer l'état d'esprit des entrepreneurs si on veut vraiment faire un bond. Et par ailleurs, il y a d'autres initiatives, dont Amphory. Donc, ce sont des associations du secteur qui permettent de mettre en commun les travaux dans le domaine des droits de la personne. Les entreprises doivent se poser la question, comment peut-on agir collectivement? Et quelqu'un doit être le premier à dire, je vais présenter de l'information que j'estimerais confidentielle autrement. Merci, Méline. C'est sans doute une autre étape pour l'OCRE. Demander aux entreprises de travailler un peu plus étroitement ensemble. Quelqu'un d'autre? Sinon, je passe à la prochaine intervention. Alors, la troisième question que nous avons reçue, je vais commencer par y répondre moi-même. Pourquoi se centrer sur le travail des enfants? Car le travail infantile, c'est un seul des aspects des droits de la personne, mais je dirais que du point de vue canadien, c'est parce que notre loi sur la transparence se centre sur le travail des enfants et le travail forcé. Et nous savons que les entreprises canadiennes doivent, dans l'immédiat, examiner ces questions. Elles doivent examiner les droits de la personne en permanence. Mais étant donné cette loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants, les entreprises canadiennes doivent s'y attacher. Cela dit, le travail des enfants et de demander aux entreprises d'avoir de meilleures pratiques, cela permettra aussi de déceler d'autres difficultés du point de vue de la protection des droits de la personne. Alors, le rapport se centrait sur cet aspect pour le contexte canadien, mais je crois que cela s'applique à plus grande échelle. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite parler du travail des enfants et pourquoi pas d'autres formes d'abus des droits de la personne? J'allais simplement ajouter qu'on voit une accélération importante du travail des enfants depuis le début de la pandémie. C'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à la question plus précisément. Et avec nos formidables panélistes, je pense qu'on a pu montrer qu'il existe des caractéristiques particulières dans la protection des droits des enfants euh, qui, qui rendent peut-être l'enjeu un peu plus complexe. Catherine, j'allais simplement répéter ce que Mélina a dit lorsqu'elle évoquait le fait que lorsqu'on examine le travail des enfants, tous les autres droits de la personne sont touchés de manière positive. Alors, c'est quelque chose qui avait déjà été dit, c'est-à-dire que ces répercussions, généralement, se font sentir dans tous les aspects des droits de la personne. Quand on protège les enfants, généralement, on protège les adultes aussi parce que les droits des enfants sont les premiers généralement à être bafoués.
Merci. Merci, Catherine. Quelqu'un d'autre? Bien, alors je vais passer à une question sur la loi. Pensez-vous que la diligence raisonnable en matière des droits de la personne pourrait avoir des conséquences inattendues, par exemple sur la production du coton? Et est-ce on investira dans d'autres marchés encore plus problématiques? Est-ce que vous me permettez de commencer puisque c'est moi qui ai soulevé la question du coton? Pas jusqu'à présent. On n'a pas vu de dessaisissement et je pense qu'il faudrait du temps avant que cela ne se produise. Vous savez, pour le moment, le prix est ce qui compte le plus pour les acheteurs. Mais une chose qui est encourageante, c'est que nous avons des entreprises qui investissent dans les évaluations des impacts sur les droits de l'enfant et des droits de la personne dans la production du coton. Alors, je ne crois pas que les lois, comme telles envisagées au Canada, changeront la dynamique du marché. Non, je crois que il y aura une amélioration des pratiques d'entreprise, mais je ne crois pas que les entreprises quitteront le secteur. Vous savez, nous savons qu'un grand nombre de ces produits proviennent, ce n'est pas beaucoup de pays, en fait, qui produisent des matériaux comme le coton. Alors non, en gros, non. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir concernant l'incidence et l'impact de la législation? Oui, je sais qu'il y a des préoccupations, effectivement, qui ont été exprimées. Pas vraiment sur la diligence raisonnable obligatoire en matière d'environnement et de droits de la personne, mais le, euh, le fait d'améliorer, les améliorations, d'améliorer les droits de la personne au niveau local, mais ça pourrait être un problème. Le problème, c'est que dans certaines entreprises, il y a la tradition et la pratique d'avoir une culture de conformité avec des audits, etc., de manière à se conformer aux impacts sur les droits de la personne. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait un changement de culture. Et c'est ce qu'on commence à voir euh, avec ces évolutions de politique. Plutôt que d'avoir une culture de la conformité, il y a plutôt une culture où l'on montre les défis en matière de droits de la personne, comment on peut les résoudre. Donc, il y a une culture qui change. Il ne s'agit pas simplement de cocher des cases en disant il n'y a pas de travail d'enfant, mais plutôt de dire on a fait une évaluation, on a reconnu qu'il y a des problèmes en matière de travail d'enfant et voici ce que nous faisons pour y remédier et nous communiquons sur le sujet. Et je crois que c'est sur ça que les entreprises vont se centrer à l'avenir. On parle donc de, de durabilité en matière des entreprises et puis la directive sur la diligence raisonnable en matière d'environnement et de droits de la personne, directive européenne, où les entreprises vont devoir montrer ce qu'elles font, quels sont les défis, comment ils sont résolus, qu'est-ce qui est ressorti du processus. Et à mon avis, ça doit être la nouvelle culture qui doit se faire sentir plutôt que simplement de vouloir se conformer à une politique ou à une loi. Plutôt que de dire tout est en place parce qu'on a un code de conduite et on n'a pas de travail des enfants parce que ça n'a pas été identifié dans un audit. Et donc, je crois que c'est une partie de la réponse à la question, c'est-à-dire que ça requiert un changement d'état d'esprit. Mais si ça ne se produit pas et que les compagnies ont recours à leur culture de la conformité et que la législation n'est pas expliquée ou transposée de manière à bien expliquer le processus et à montrer la valeur que le processus peut apporter, eh bien, le risque, c'est que
on pourra encore avoir des problèmes. Merci, Catherine. Je vais passer à la prochaine question. Je crois que quelqu'un l'a mentionné, mais je vais quand même poser la question. Pourriez-vous parler des pratiques exemplaires et des initiatives exemplaires au niveau des entreprises et du secteur pour respecter les bonnes pratiques donc en matière de droits des enfants? Alors, nous en avons déjà parlé. Il faut avoir une relation plus durable et plus poussée avec les fournisseurs, poser les questions, avoir les conversations nécessaires et ne pas seulement faire le policier, mais être plutôt un partenaire. Là, je crois que c'est une des pratiques exemplaires. Et puis, améliorer la transparence. Mais la transparence, c'est de montrer. On ne peut pas montrer tant qu'on ne connaît pas. Donc, connaissance et transparence vont de pair. Et les outils de traçabilité, ce sont certainement des outils qui peuvent amener à plus de transparence. Merci, Kelly. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur les pratiques exemplaires? Pensez à vos propres pratiques d'affaires. Quel impact est-ce qu'elles ont sur les droits des enfants, sur les droits de la personne? Est-ce que ce sont des pratiques qui sont positives ou vos pratiques ont-elles un impact négatif? Et peut-être que vous aurez besoin d'aide pour identifier cela. Mais les entreprises ont cette responsabilité. Où est-ce qu'on va acheter? Est-ce qu'on donne suffisamment de temps aux fournisseurs? Quels sont les fournisseurs qu'on choisit? Quelle relation avons-nous avec les fournisseurs? Est-ce qu'on a commencé à les payer un peu plus? Et on en parlait l'autre jour. Est-ce que les fournisseurs ont toujours le même prix qu'il y a 15 ans sur le même marché? Parce qu'évidemment, si c'est le même prix qu'il y a 15 ans, on sait que ce n'est pas responsable. Donc, cela doit faire partie de vos pratiques d'affaires. Merci, Maylin. Et bon, je ne veux pas non plus continuer sur la question de l'action collective, mais dans le contexte danois, on a vu de très bons exemples d'entreprises qui, oui, travaillent collectivement, comme par exemple avec le Forest Stewardship Council pour voir ce qui est de la production et de l'approvisionnement en bambou, où les entreprises vont sur le terrain ou travaillent avec le FSI pour aller sur le terrain, ce qui donne une certaine tranquillité d'esprit aux entreprises pour savoir d'où viennent les matières brutes, mais cela permet aux entreprises également d'avoir et de montrer un certain niveau d'attente avec le FSC pour ce qui est également de l'alignement des pratiques avec les droits de la personne et ce qu'elles veulent voir en matière de certification et obtenir grâce à ces initiatives. Donc, c'est un exemple de la manière dont l'action collective peut fonctionner dans la pratique. Alors, il y a une question ici sur est-ce que les entreprises doivent jouer un rôle plus important dans la prévention du travail des enfants par le biais de systèmes, de renforcement des systèmes dans les régions des fournisseurs? Donc, on a parlé de cette question avec les contextes locaux. Quel est le rôle d'une entreprise ou de plusieurs entreprises pour faire en sorte d'influencer le comportement des sous-traitants, des fournisseurs? Oui, bien sûr, je crois que les entreprises ont un rôle important à jouer. Oui, on doit avoir des procédures, des lignes directrices. Et ce qui est important, c'est qu'il est important de prendre des mesures
quand on identifie un problème, parce qu'on peut parler de politique, de directives, de lignes directrices, tout ça c'est très bien, mais quand on identifie un problème, quand on a par exemple 3 enfants qui travaillent sur telle ou telle plantation et les entreprises disent: «Oh, c'est compliqué» ou on ne sait pas vraiment si c'est la responsabilité des fournisseurs. Alors du coup, toutes ces directives, ces politiques tombent à plat. Donc il y a du bon travail qui est fait pour le travail préparatoire, directives, politiques, mais les entreprises doivent également prendre des mesures quand un problème est identifié. Bon, il se peut que je parle un peu comme une militante, mais je crois que c'est le rôle des entreprises de ne pas se dérober de l'impact qu'elles peuvent avoir et que ce n'est pas seulement la responsabilité du fournisseur parce que ça a aussi trait à la marque de l'entreprise et à ses pratiques d'affaires. Merci, très bonne réponse. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Oui, peut-être pour dire que beaucoup de ces problèmes sont endémiques ou systémiques ou culturels dans le contexte local et donc, pour pouvoir les aborder, il faut travailler avec des partenaires au niveau local. Et comme vous l'avez dit, Sherry, ce n'est peut-être pas une PME qui peut le faire toute seule, mais collectivement, les entreprises peuvent collaborer pour travailler avec des organisations locales ou des organisations internationales qui ont des bureaux dans différentes régions du monde, comme par exemple l'OIT ou des organismes de droits de la personne locaux qui peuvent savoir quels sont les problèmes et qui contacter au sein du gouvernement du pays en question, ou travailler également avec les associations sectorielles au niveau local. Donc, il y a différentes possibilités, mais bien sûr, il faut établir des priorités et considérer cela comme une possibilité d'améliorer la vie des gens qui sont touchés par vos activités. Ça doit faire partie de l'état d'esprit, ce changement d'état d'esprit. De très, très, très bonne réponse. Merci. Alors, je vais passer à une question très spécifique. La perspective des panélistes sur les entreprises qui établissent des contrats avec des organisations pour mener des évaluations de droits de la personne en leur nom, pour mener des diligences raisonnables en matière de droits de la personne. Réponse. Alors, pour ce qui est de mener des études d'impact sur les droits des enfants ou des diligences raisonnables en matière de droits de la personne, cela requiert une certaine expertise, de certaines connaissances. Et donc, il faut que vous ayez un expert, engager un expert dans ce processus. Et je crois qu'il y a également un besoin de responsabilité claire au sein de l'entreprise elle-même qui mène l'évaluation et également une adhésion de la part des fournisseurs impliqués. Donc, il faut que ça se fasse en collaboration. Il faut que ce soit une collaboration étroite. Alors, il faut avoir l'indépendance de l'expert qui a été engagé, mais il faut que donc l'expert ait un certain niveau d'indépendance par rapport à l'entreprise, mais il est important également que les entreprises impliquées aient les informations de manière à ce qu'elles sachent quoi faire pour faire un suivi à partir des constatations de l'expert. Et nous avons des expériences déjà dans différents secteurs concernant ces efforts. Et bien sûr, il y a tout, ça ne se fait pas sans problème, sans difficulté, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre la possibilité de sous-traiter pour avoir une expertise externe, mais également de garder sa responsabilité en tant qu'entreprise et d'avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir identifier d'ailleurs l'opportunité de mener une telle étude à l'avenir et de savoir quoi faire à partir des constatations de l'étude. Très bien. Quelqu'un d'autre aimerait intervenir sur cette question d'intervenir ou de sous-traiter avec des experts externes?
Oui, je crois que c'est une bonne manière d'utiliser l'expertise de tierces parties, mais je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait un certain niveau de responsabilité de la part d'entreprise. Et les entreprises doivent savoir quelles seront les prochaines étapes à partir des résultats de l'étude d'impact, parce que les entreprises ont quelquefois de bonnes intentions et elles reçoivent un rapport avec un certain nombre de constatations et de recommandations, et ensuite ce rapport se retrouve dans un tiroir et on ne parle pas des mesures de réparation ou d'action collective. Donc, je crois que ça doit être fait. Les entreprises doivent dire, nous allons mener cette étude ou faire mener cette étude, et à partir de là, nous allons prendre des mesures à partir des constatations. Merci beaucoup de cette réponse, Maylin. Alors, il y a deux questions maintenant que je vais adresser à Kelly. La première est, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de meilleures pratiques au Canada, de pratiques exemplaires? Et puis, autre question directement, quel est l'appétit des entreprises de partager leurs données sur les chaînes d'approvisionnement, ce qui sera nécessaire avec la nouvelle loi? Analyser les données pour comprendre leurs pratiques dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors peut-être que vous n'avez pas tous les détails, mais j'aimerais que vous répondiez à ces deux questions. Alors, la plupart des entreprises ici sont des entreprises dites privées et il y a une certaine réticence pour ce qui est de partager les données de leur part. Même en dehors des conversations sur les droits de la personne, quand on a des discussions sur le développement de l'économie circulaire, par exemple, ou l'environnement, quand on invite les entreprises à avoir ce type de conversation, eh bien, beaucoup d'entreprises répondent que ça dépend. Elles peuvent partager des informations en fonction de qui sera dans la salle pour cette conversation. Si c'est un concurrent, je ne serai pas en mesure de partager les informations, etc. Donc, même si les entreprises collectent et analysent les données elles-mêmes, l'aspect de partage de l'information, je dirais qu'il y a beaucoup de réticence, beaucoup d'hésitation et que cela devient un obstacle significatif pour pouvoir faire des progrès dans ce domaine. Et donc, j'aimerais avoir plus de transparence, plus de partage d'informations, même au sein du secteur lui-même. Et cela revient à l'idée d'action collective et de collaborer. Comment est-ce qu'on peut collaborer si on ne comprend pas quels sont les défis, les problèmes communs? Et si vous n'êtes pas en mesure ou si vous ne voulez pas euh, partager les informations sur les problèmes et la chaîne d'approvisionnement. Alors, pour ce qui est des pratiques exemplaires, je n'ai pas vraiment d'exemple dans un contexte canadien. Je dirais que, bon, il y a d'autres pays où ce type de loi a déjà été mis en place. On peut voir comment ont réagi les entreprises des secteurs concernés, mais je ne peux pas donner d'exemple d'entreprises canadiennes qui puissent avoir de pratiques exemplaires à cet égard. Merci. Alors, cela me mène à une autre question qui a été posée, qui concerne ce qui se passe dans d'autres pays. La question est, y a-t-il des pratiques exemplaires ou des enseignements que les entreprises pourraient appliquer en se fondant sur l'expérience d'entreprises de pays qui ont déjà mis en place une loi similaire? Par exemple, le Royaume-Uni et l'Australie, qui ont des lois sur l'esclavage moderne. Existe-t-il des modalités d'échange, de partage d'informations entre les entreprises qui exploitent des activités dans ces contextes pour que l'on puisse en, en appliquer les enseignements ici au Canada? Est-ce que cela pourrait se produire, à votre avis? Est-ce qu'il y a davantage d'échanges d'informations une fois que la loi est en place? Eh bien, à la lumière du travail que nous avons fait avec le secteur ici, avec l'industrie du vêtement, l'approche a été très ouverte par rapport, ils ont été très ouverts, donc les entrepreneurs avec nous par rapport aux difficultés de compréhension de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Et au Danemark, nous n'avons pas de loi précisément sur l'esclavage moderne. Nous attendons
toujours que la loi européenne soit adoptée. Nous avons des exigences de déclaration par rapport à diverses activités, dont les droits de la personne. Cela a été soulevé à plusieurs reprises lors des conversations, mais de manière très ouverte et honnête. Et avec cette notion que les entreprises comprennent de plus en plus qu'elles doivent s'écarter de cet exercice de conformité qui est assimilé au fait de cocher une case. Donc, on s'attend à bien plus. Merci, Catherine. Méline? Oui, alors permettez-moi d'ajouter que, bon, je ne sais pas vraiment ce qui se fait dans chaque pays, certainement pas au Royaume-Uni et en Australie, mais je suis au centre depuis une dizaine d'années et nous avons un groupe de travail pour les entreprises qui veulent discuter des enjeux en vertu des règles de Chatham. Et souvent, il est question des droits de l'enfant, car lorsqu'il est question de droits de la personne et de chaîne d'approvisionnement, on revient souvent aux droits de l'enfant. Et donc, nous avons près de 30 sociétés qui font partie du groupe à présent. Ce sont des multinationales et elles se réunissent car elles veulent discuter, partager de l'information. Alors, comme Catherine le disait, on constate de plus en plus de transparence par rapport à ces enjeux et nous encourageons les entreprises à partager, car nous estimons que les entreprises qui ont trouvé un, un travail infantile dans une partie de leur chaîne d'approvisionnement et qui font un suivi doivent en parler avec les entreprises qui prêtent le flanc à ce genre de difficultés aussi. C'est ça, en fait, le principe de la DRDP. Alors, partager, oui. Et dans le groupe de travail, ce qu'on constate, c'est que les entreprises sont plus prêtes à partager, car lorsque nous avons des groupes, des grappes de travail de l'enfant, par exemple dans certains pays, on s'adresse à l'ensemble des sociétés, on leur demande, avez-vous aussi des fournisseurs ou des sous-traitants de fournisseurs dans ces pays? Si elles nous disent oui, on peut leur montrer sur une carte. Bon, on a eu, par exemple, 60 enfants dans une usine dans cet endroit-là. Et les entreprises vont dire, oui, nous avons aussi des fournisseurs dans ce pays. Peut-être que elles s'approvisionnent aussi chez ce sous-traitant. Et cela ne se produisait pas, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Donc, il y a effectivement une augmentation de cette envie d'être transparent à divers niveaux, ce qui est une excellente nouvelle. Oui, nous sommes toujours friands de bonnes nouvelles. Heureuse de voir que cela pourrait être une tendance pour l'avenir. Il y a une question qui s'adresse à Locre et à Kelly. Cela se centre sur le Canada. On demande une loi pour la diligence raisonnable pour l'environnement et les droits de la personne. Il est question du projet de loi C-262. Alors, je commencerai et ensuite je m'adresserai à Méline et Catherine pour leur demander ce qu'elles pensent de ce genre de loi. Alors, je dirais que du point de vue de l'OCRE, nous avons, et dans le passé, nous avons soutenu, nous continuons de soutenir les efforts visant à adopter un projet de loi sur la diligence raisonnable en matière des droits de la personne et de l'environnement. Donc, on ne veut plus simplement de la transparence comme c'est fait dans d'autres pays. On veut vraiment des lois, par exemple, qui ont été adoptées récemment en France et en Allemagne, et c'est envisagé en Norvège, au Royaume-Uni et ailleurs. Donc, c'est étudié ici. C'est un projet de loi d'intérêt privé, le projet de loi de la Chambre des communes C-262. Nous le soutenons, l'OCRE le soutient, car il est important d'avoir des normes avec lesquelles les entreprises doivent se mettre en conformité et qu'il ne s'agisse plus de mesures volontaires. Alors, c'est le point de vue de l'OCRE. Kelly, avez-vous quelque chose à ajouter au nom de Fashion Taxation ou peut-être que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à ajouter? Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. La seule observation que je formulerai concerne le projet de loi du Sénat S-211 et le fait que les PME sont exemptées. Et la majorité du secteur, en fait, est constituée de PME, de petites et moyennes entreprises. Mais autrement,
Je suis tout à fait d'accord. Daniel, vous voudrez peut-être embrayer sur ce que disait Kelly? Mais il est vrai, combien d'entreprises seraient touchées par S211, le projet du Sénat? Eh bien, des 10 que nous avons interviewés, une seule serait touchée. Alors, à mon avis, c'est assez évident. Eh bien, merci, Kelly. Mélène, Catherine? Eh bien, je dirais qu'au niveau de l'Union européenne, et même dans les pays que vous évoquez, la portée de la loi est également problématique. Mais c'est en raison d'un problème de rédaction de la loi. Si on touche à la chaîne d'approvisionnement plutôt que l'entreprise, on aura beaucoup plus de réussite parce que comme entreprise, si vous êtes une PME, par exemple, et que la chaîne d'approvisionnement à partir de laquelle vous achetez est touchée par la loi, et vous devrez vous mettre en conformité. Il est possible qu'en touchant plutôt la chaîne d'approvisionnement, on trouve une solution à ces difficultés relatives à la diligence raisonnable. Alors, si une entreprise se sert de vos produits, peut-être qu'elle exigera votre mise en conformité avec la loi, même si vous n'êtes pas directement touché. Donc, vous serez peut-être touché à titre de fournisseur. Mais si votre client est une entreprise qui est touchée par la loi. Donc, même si ça ne vous touche pas directement, cela pourrait vous toucher indirectement. Si la chaîne de valeur est examinée dans son ensemble par le projet de loi. Ensuite, je crois qu'il faut changer l'esprit, la mentalité par rapport aux droits de la personne. Alors, même si vous n'êtes pas directement touché par le projet de loi, espérons que vous ressentez ce virage dans la société, c'est-à-dire qu'il existe une attente par rapport à la diligence raisonnable et à la communication des droits de la personne et de l'impact sur les droits de la personne. On voit déjà ce virage s'exprimer dans bien des pays, c'est-à-dire que les entreprises, d'ores et déjà, sont plus transparentes, veulent aborder ces enjeux. Alors, ce n'est pas seulement dû à l'éventuelle loi, mais aussi parce que c'est le virage amorcé par la société. Enfin, c'est mon point de vue plutôt optimiste. Merci. L'optimisme est toujours bienvenu. Merci beaucoup. Méline, Catherine a très bien résumé et comme elle a conclu sur une note optimiste, je crois qu'il faut rester dessus. Merci. Une question fort intéressante pour l'ocre. Je vais la poser et vous demander à tous de répondre. Quel rôle peut jouer CORE ou l'ocre dans la coordination de l'action collective en tant que partie neutre? L'ocre envisage la phase 2. Nous avons des idées par rapport aux lacunes, là où nos conseils seraient appréciés, auraient le plus grand impact. Alors, histoire de faire un petit remue-ménage, comment l'ocre pourrait-il s'adonner aussi à cette action collective? Méline, à vous d'abord. Non, allez-y, Kelly, je vous en prie, Kelly. Allez-y. Eh bien, j'allais dire que Fashion Takes Action et l'ocre ont conclu un partenariat pour organiser une série de webinaires à l'intention de l'industrie canadienne pour qu'elle puisse mieux comprendre ces enjeux.
Fashion Takes Action se voit comme une partie neutre et elle est heureuse de travailler aux côtés de l'OCRE pour coordonner ses activités, comme on le fait dans d'autres domaines, avec l'économie circulaire et le climat. Alors, on aimerait bien continuer dans cette même veine. Merci, Kelly. Votre partenariat nous est très précieux. Ce que Kelly évoquait est formidable. L'étude donne beaucoup de voies de solution. Comment peut-on aider l'OCRE à aider d'autres entreprises? Car vous voyez, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas forcément ce qu'elles font. Elles savent quelque chose, mais elles ne savent pas vraiment quoi faire, même si essentiellement elles sont pleines de bonne volonté. Alors, on pourrait renforcer la compréhension, la connaissance en faisant de petites choses. On les a évoquées. Il existe un nombre d'outils, de lignes directrices. On ne doit pas commencer à zéro. Mais on pourrait, si vous voulez, tenir la main des entreprises. Car lorsqu'on travaille avec des petites entreprises, vous savez, s'adressant nous en raison de ces lois, certaines se sentent dépourvues d'outils, d'informations et ne savent pas par où commencer. Et c'est parfois lié à leur structure de gestion. Ça peut être lié à la culture de l'entreprise, mais également aux structures en place pour assurer un suivi, la mise en œuvre des mesures qui vous permettront de vous mettre en conformité avec la loi. Alors, il est important, si vous voulez, d'avoir des sociétés ou des organismes comme l'OCRE pour accompagner les entreprises. Il ne faut surtout pas, il ne faut surtout pas que les entreprises renoncent à agir par crainte d'être incapables de le faire. Donc, je pense que nous pouvons absolument collaborer, tout à fait. Très bien, merci. Catherine, avez-vous quelque chose à ajouter? Non. Je crois que les autres panélistes ont très bien répondu. D'accord, merci. Alors, nous arrivons à la fin. J'ai une dernière question que je vais prendre. Et nous n'avons pas pu traiter, mais nous avons traité toutes les questions, mais au moins la majorité. Alors, qu'est-ce que vous recommandez aux, euh, aux avocats quand ils conseillent les clients concernant la diligence raisonnable en matière de droits de la personne? Est-ce que là encore, il y a une question d'éducation, de sensibilisation? Qui aimerait répondre? Eh bien, j'ai déjà envoyé quelques ressources. Très bien. Oui, quelques ressources sur lesquelles nous travaillons parce que nous avons travaillé avec l'Association internationale des évaluateurs d'impact et nous avons également élaboré des documents pour expliquer quelle est la différence entre les différents types d'évaluation en matière d'effectifs, d'équipes, de capacités, de connaissances. Et donc là, je crois que c'est quelque chose qui peut être utile. Bon, là, on parle surtout de de l'espace du segment des évaluations environnementales et sociales. Et on peut ajouter ça donc à l'idée des droits de la personne et donc ces critères peuvent être appliqués de manière plus large pour la diligence raisonnable en général en termes de processus et de contenu de la diligence. Processus, avoir une approche axée sur les droits de la personne, qu'est-ce que ça veut dire en termes de transparence, de redevabilité, etc. Et puis en termes de contenu, là, le référentiel, ce sont les droits de la personne internationaux. Voilà, ça j'ai déjà mentionné, mis dans le clavardage le lien pour ces ressources. Merci pour ces ressources. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Puisque nous arrivons à la fin. Je dirais, pour intervenir, pour ceux qui ne savaient pas ou le savaient déjà peut-être, l'Assemblée générale des Nations unies, l'été dernier, a voté une résolution sur le droit à un environnement
propre et durable et qui représente en soi un droit humain, un droit de la personne. Et donc, à partir de là, que ça puisse aider à ne pas faire deux choses différentes, c'est-à-dire l'environnement et les droits de la personne séparément, mais de faire les deux en même temps. Alors, en tant qu'animatrice, je vais arrêter cette séance de questions. Nous avons reçu plus de 20 questions de la part de l'auditoire. Je voudrais vous remercier tous de votre participation active. Ça a été magnifique avec une conversation très riche. Alors, avant de terminer ce webinaire, je vais demander aux panélistes de passer en revue ou de mentionner un ou deux points qu'elles aimeraient que nous retenions. Alors, alphabétiquement par prénom, nous allons commencer par Catherine. Alors, si je parle directement au secteur des vêtements canadien, mais également pour ce qui est des entreprises de l'habillement en général, mettez vos lunettes de droit de la personne et réfléchissez à vos activités dans une perspective de droit de la personne et posez des questions. Faites en sorte de connaître vos fournisseurs et vos activités, toujours dans cette perspective des droits de la personne. Voilà mon point clé dont il faudrait, à mon avis, se souvenir. Daniel. Eh bien, la manière dont j'aimerais terminer, c'est remercier les 10 entreprises qui ont participé à notre étude. Et je le dis au nom de l'OCRE, nous apprécions votre participation. Et puis, je vais mentionner, nous l'avons mentionné dans l'étude, que 7 entreprises sur les 10 ont accepté de partager leurs coordonnées, leurs informations de contact avec l'OCRE. Puisque Cheryl l'a mentionné, nous prévoyons une deuxième phase de cette étude et s'il y a des entreprises canadiennes qui sont intéressées à travailler avec nous, je les encourage à nous contacter. Merci. Merci, Daniel. Alors, on va passer à Malin et pendant que Kelly résout son problème technique. Merci beaucoup. Je dois dire que le nombre de questions montre que les organisations et les entreprises sont maintenant à l'affût. Elles veulent faire quelque chose d'utile. Comme Catherine l'a mentionné, connaissez votre chaîne d'approvisionnement et pensez aux pratiques d'affaires. Connaissez vos fournisseurs et pensez à vos pratiques d'affaires qui peuvent exacerber les problèmes et les risques. Travailler dans des pays où il y a beaucoup d'enfants, par exemple, qui ne vont pas à l'école. Ça, ce sont des choses auxquelles il faut réfléchir. Et puis, demander de l'aide, des conseils. Il y a beaucoup de conseils possibles, beaucoup d'études, beaucoup d'outils. Vous n'êtes pas seul. Tout le monde travaille sur cette question, sur ces problèmes ces jours-ci. Donc, bon, excusez-moi, on a eu un problème d'audio. M'entendez-vous maintenant? Oui. Alors, Catherine et Malin l'ont mentionné, mais je dirais, comme ça a été mentionné dans mon introduction, qu'on a la trousse de la mode durable. Et il s'agit d'un outil qu'on a partagé dans le clavardage et j'ai hâte de continuer à travailler avec l'OCRE sur cette série de webinaires de manière à ce que tout le monde puisse mieux comprendre, et en particulier les entreprises du secteur puissent mieux comprendre le problème. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans l'auditoire et que vous voulez me contacter, vous pouvez contacter l'OCRE ou me contacter, vous pouvez être dans notre liste de contacts. Alors, merci. J'aimerais remercier toutes nos panélistes de s'être jointes à nous. Alors, ce que j'ai entendu dès le début, d'ailleurs, avec la question « Que pouvons-nous faire? Quelle est l'action collective que nous pouvons mettre en œuvre ?» Et en fait, même si ça fait l'objet d'une question, ce sujet d'action collective se retrouve dans tout ce dont on a parlé. Il faut beaucoup d'actions collectives à tous les niveaux pour s'assurer que les entreprises agissent de manière responsable et puissent être compétitives tout en réglant la question des problèmes
des abus des droits de la personne. Alors, j'ai hâte de continuer avec vous, avec les panélistes, avec le secteur du vêtement du Canada et avec d'autres parties prenantes, en particulier pour promouvoir le respect des droits des enfants. Je voudrais également remercier Face to Face Events et nos interprètes et surtout vous, l'auditoire, pour cette participation active et votre intérêt pour l'étude de l'ocre. Pour plus d'informations sur notre étude, veuillez cliquer sur les liens qui se trouvent dans le clavardage et consulter notre site web. Merci beaucoup à tout le monde et bonne journée ou bonne soirée.